À mes yeux, à nos yeux, c'est un partenariat qui allait de soi, puisque une grande institution publique active en matière de protection sociale et l'école des dirigeants de la protection sociale, de la sécurité sociale, ne pouvaient que se retrouver autour d'un grand projet qui consiste à valoriser la protection sociale à travers la remise de ce prix. La Caisse des dépôts est une institution qui à la fois a en gestion, notamment en retraite, des éléments extrêmement importants de la protection sociale française, mais qui a aussi toujours cherché à réfléchir sur ces sujets, notamment je pense au colloque organisé sur les retraites très régulièrement. Et voilà, donc pour nous, on est très heureux de se marier si j'ose dire, avec une institution qui est vraiment très ancrée dans la protection sociale, mais qui du reste a aussi d'autres aspects, et comme on cherche aussi à montrer que la protection sociale ne doit pas simplement se parler à elle-même, eh bien c'est un partenaire vraiment presque idéal pour nous. Moi, je le dis souvent, la protection sociale, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, a une importance considérable dans la société française. On peut parler de chiffres, un tiers de la richesse nationale, mais en fait, dans la structuration même de la société, du vivre ensemble, ça me semble très important lorsqu'on a une société qui considère que l'accès aux soins est une donnée fondamentale pour toute personne humaine résidant sur le territoire, etc. C'est pas simplement des techniques, c'est pas seulement des financements, c'est des valeurs, bien sûr, qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est aussi une construction qui a un historique et qu'il faut aussi envisager dans l'avenir. Donc c'est des éléments très importants et qui finalement donnent lieu à des recherches, à des études que je trouve assez finalement peu valorisées par rapport aux enjeux que cela porte. Donc il nous semble très important, et dans le rôle de l'EN3S, de chercher à valoriser des auteurs qui présentent des réflexions utiles pour nos contemporains pour réfléchir sur le passé, sur l'avenir de la protection sociale. Si on peut susciter des vocations parmi les jeunes chercheurs, parmi aussi d'autres acteurs que les chercheurs, parmi les intellectuels, parmi toutes celles et tous ceux qui font, la réflexion dans notre pays, ça sera une œuvre utile que nous aurons entreprise avec finalement peu de moyens, beaucoup de bonne volonté et la mobilisation de tout un tas d'acteurs qui nous rejoignent pour choisir ces ouvrages et pour apporter sur eux un éclairage à la fois bienveillant et exigeant. Ce qui est sûr, c'est que les ouvrages primés par ce grand prix sont de grande qualité et que personne ne pourra le contester. Et pour nous, c'est aussi un motif de fierté et d'encouragement pour la suite. En attendant les robots est un ouvrage qui parle du travail nécessaire pour produire les intelligences artificielles. On l'appelle en anglais le digital labor et on garde cette expression même en français parce qu'au fait il ne s'agit pas d'un travail numérique, c'est pas le travail des sublimes codeurs, des développeurs, mais c'est le travail très humble, très invisible et parfois invisibilisé des tâcherons du clic qui effectivement travaillent de leurs doigts. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle digital, parce que effectivement c'est un travail du doigt. Et c'est un travail qui est nécessaire pour produire les intelligences artificielles qui nous sont vendues aujourd'hui comme des technologies autonomes. Or, malheureusement, ce type de discours marketing sur les intelligences artificielles fait l'impasse sur la quantité énorme de travail nécessaire pour entraîner, pour vérifier, pour finalement surveiller les intelligences artificielles. Et ce travail est un travail humain et surtout est un travail qui est enraciné dans la culture humaine. Et donc c'est un travail qui est inéliminable malgré les prophéties de remplacement robotique et de substitution du travail humain par le travail réalisé par ces machines. L'ouvrage en fait part d'une question. On a l'impression que la prise en charge des vieux, c'est-à-dire les personnes qui ont des incapacités, est une question extrêmement contemporaine, liée à l'allongement, liée au vieillissement de la population ou liée aux problématiques de la dépendance. En réalité, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire qu'en regardant ce qui se passe tout au long du XXe siècle, ce sont les mêmes questions qui reviennent
autour des problématiques du domicile, des problématiques du financement de la dépendance, des problématiques des solidarités familiales ou publiques. Et donc, mon travail d'historien, c'était de montrer que les blocages d'hier, en fait, rejouent aujourd'hui. Et donc, c'est un ouvrage qui plonge à la fin du XIXe siècle, mais qui est en écho à des questions extrêmement présentes. Et le travail que j'ai voulu mener, à partir d'un grand nombre de sources, d'archives, c'était de reconstituer les débats autour des questions de prise en charge de ces personnes âgées, fragiles, pendant des décennies, où on se pose la question comment, quel dispositif et avec quels moyens aider ces populations. Et c'était de comprendre pourquoi ces populations sont restées dans le champ de l'assistance, puis à partir des années 1950 dans le champ de l'aide sociale, et n'ont jamais été pris en charge par un système d'assurance sociale. Pourquoi elles ont été toujours à la marge du système de protection sociale? Pourquoi ces populations n'ont jamais bénéficié des droits humains et sociaux d'autres types de populations fragiles, par exemple, comme les populations handicapées? Prenons le cas de l'Allemagne, mais aussi des Pays-Bas ou des pays d'Europe du Nord. Un système de sécurité sociale de la dépendance se met en place, prenant en compte toutes les populations avec des incapacités, quel que soit leur âge, en assimilant la dépendance à une longue maladie pour mieux les protéger, avec des cotisations de tous les travailleurs. Or, cela n'existe pas en France. En France, ces personnes âgées fragiles restent cantonnées à l'aide sociale, c'est-à-dire à des dispositifs hérités de l'assistance qui relèvent des conseils départementaux, avec une territorialisation de cette politique, des grands contrastes entre les territoires. Dans le contexte actuel, la réflexion sur la protection sociale se heurte à plusieurs problèmes. Le fait, par exemple, que plusieurs forces politiques attaquent la civilisation salariale comme racine même de la protection sociale. Dans ce contexte, les luttes qui s'organisent autour du travail du clic semblent être extrêmement intéressantes. Là, nous voyons effectivement des travailleurs qui ne sont pas reconnus en tant que salariés, qui cherchent à se faire reconnaître en tant que salariés. Et donc, il y aurait une possibilité de réinscrire ces travailleurs dans le contexte de la protection sociale traditionnelle. En même temps, il y a aussi des nouvelles possibilités qui s'ouvrent, en particulier dans la reconnaissance d'une protection sociale des données personnelles, c'est-à-dire des données produites par les êtres humains qui se servent de plateformes, applications, dispositifs connectés, dispositifs intelligents. Donc, tout utilisateur d'une technologie, en tant que producteur de data, est effectivement producteur de valeur. Et cette valeur doit être reconnue et effectivement redistribuée comme historiquement on l'a fait au fil des luttes sociales des siècles passés avec la protection sociale. Donc l'idée serait, en reprenant une idée qui a été développée par Lionel Morel et Laura Offrère, de proposer une protection sociale des données qui pourrait aussi prendre la forme d'un revenu universel numérique, donc un revenu universel qui est payé à tout utilisateur de technologies intelligentes. Et on voit que si ces questions ne sont pas résolues, c'est parce qu'elles sont posées toujours avec la logique du financement. Comment va-t-on financer plutôt que comment va-t-on construire un projet de société? L'autre grande question qu'elle tente de répondre ce livre et qui se pose actuellement, c'est est-ce que l'on va maintenir une dissociation, voire une discrimination entre les populations en situation de handicap et les populations âgées dites dépendantes. Alors, la question qui est centrale, c'est est-ce que la prochaine loi sur le grand âge va faire sauter cette discrimination et va traiter de manière convergente les populations en situation de handicap et les populations âgées dépendantes
lorsqu'elles ont les mêmes types de difficultés. Est-ce que cette loi grand âge va enfin faire sauter cette dissociation et construire une politique convergente, intégrée de protection sociale pour couvrir de la même façon ces populations avec les mêmes difficultés au quotidien. Les chercheurs ont montré qu'une politique convergente serait beaucoup plus efficace pour traiter ensemble ces populations en situation de handicap et âgées dépendantes.